Peuple de YouTube, salut, bonjour à toi. Alors, on me dit, déjà abonne-toi, bon tu le sais, voilà. Ça fait plaisir, ça fait monter les stats, le clout, laisse un commentaire, voilà, ton emoji préféré. Est-ce que tu es pour le couvre-feu pour les mineurs? Dis-le nous en commentaire, bien sûr. YouTube, on me dit, et par on, je veux dire Pemph, mon monteur, n'est-ce pas, l'homme grâce à qui la Victo Production est désormais partout sur Internet. Pemph me dit que vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires chafouins sur le mode « Comment ça ? Qu'est-ce donc que ces vidéos qui durent 2 heures ? Il n'y a pas de travail de montage. Pourquoi ça coupe pas les pubs ? Et Viktorovitch, on l'a connu quand même plus affûté. Pourquoi est-ce qu'il cherche ses mots ? Ça traîne, ça digresse. On n'est pas content. » Alors, je vous rappelle, vous êtes sur un replay issu de ma chaîne Twitch. Twitch, c'est un mode de vie. J'ai envie de dire, Twitch, c'est un mode de vie, c'est la langueur, c'est la sérénité, la tranquillité, les parenthèses dans les parenthèses, c'est une promenade. Au fond, Twitch, c'est une promenade que nous faisons ensemble 3 fois par semaine, voilà, les lundis, mercredis et vendredis matin. Une promenade, bien sûr, bien sympathique, mais une promenade néanmoins. Donc, si tu trouves, YouTube, que ce rythme ne te convient pas, eh bien, ça n'est absolument pas un problème. Sache que nous postons régulièrement des vidéos montées issues de ces lives où tu peux retrouver là la substantifique moelle des analyses proposées. Il y a toujours ma chronique sur France Info, n'est-ce pas ? Entre les lignes, tous les dimanches. Voilà, tu peux retrouver des éléments qui vont droit au but. Donc, si tu n'es pas content, eh bien, c'est pas grave. Ne regarde pas ces replays. Regarde autre chose. Finalement, nous sommes tous amis. Et tout également, voilà, j'ai envie de dire, rien n'est grave. J'ai envie de dire, tout va bien. Voilà. Bref, ne laisse pas de messages fâchés, ça se fait pas, quoi. Pense à... Parce que, voilà, pense à Pemph qui modère les commentaires, qui se prend tout ça en pleine figure. C'est quand même pas très sympathique pour lui, voilà. C'est penser à sa petite santé mentale, voilà, c'est pas facile comme travail, vous savez. Bien, allez, là on est en pleine pub, j'ai lancé la pub un peu de manière préventive, n'est-ce pas ? Il reste encore 1 minute 50 de pub. Pub, j'attends, toc, mais abonnez-vous quand même. Voilà. Alors... Souvenez-vous que dans le chat, quand je parle, j'ai l'air d'un enfant de 5 ans. Ça, je ne sais pas, c'est ma malédiction. Vous savez, il y a comme ça... Je pense qu'on est chacune et chacun... Moi, j'ai cette ferme conviction que nous sommes chacune et chacun affublés à notre naissance de super pouvoirs et de kryptonite. Moi, ma kryptonite, c'est le chat. Quand je parle dans le chat, j'ai l'air d'un... j'ai vraiment l'air d'un très jeune adolescent. Donc, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, je ne sais pas faire autrement. Donc ne vous... Et ton super pouvoir? Alors mon super pouvoir, je l'ai déjà dit. Mon super pouvoir, rien n'affecte mon sommeil. Et c'est pas des conneries, c'est un authentique super pouvoir. C'est comme ça, c'est la raison pour laquelle vous pouvez me voir m'enquiller café sur café le matin. Ça ne m'empêchera jamais de dormir. C'est vraiment je peux boire genre 10 tasses de café le soir. Éventuellement, au bout d'un moment, je vais le ressentir un peu même pas en tachycardie, mais un peu en frénésie quand même. Je vais avoir un truc pas serein à l'intérieur de mon corps, mais je pourrais quand même m'endormir. Rien ne m'empêche de dormir et rien ne me fait dormir non plus. C'est-à-dire, il y a eu un moment, je m'étais cogné une rage de dents. Et pas une expérience agréable pour le coup, je vous le conseille pas. Et du coup, on m'avait collé sous des antidouleurs un peu costauds, qui sont des opiacés de premier niveau. Enfin, c'est les trucs genre codéine et compagnie. Donc c'est pas encore de la morphine, mais c'est quand même déjà de l'antidouleur. C'est les premiers dérivés opiacés. Et quand tu douilles bien, tu vois. Et on m'avait dit, certains m'ont dit attention. Fais gaffe, ça fait somnoler de ouf. Genre, tu prends ça, 2 minutes après, tu dors. D'autres m'avaient dit ah, cool, trop de la chance, tu seras fonce-dé. Et ben, alors, efficacité en antidouleur 1000%, c'était fou. Genre, je prenais un truc et puis hop, plus mal à la dent, alors que 2 minutes avant, j'étais roulé en boule dans mon lit. Mais par contre, aucun effet sur mon sommeil. Et aucun effet aucun effet hallucinogène ou je sais pas quoi. Genre juste, ça coupe la douleur, quoi. Donc
Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon super pouvoir, rien n'a d'effet sur mon sommeil. Bon, écoutez, hein. Le Codoliprane, voilà ce truc-là, là, le Codoliprane. La codéine, c'est violent. Ah oui, non, non, mais c'est vraiment, c'est le truc que tu prends quand vraiment t'es tordu de douleur dans ton plumard, quoi. Et sachez-le, une surprescription médicale, évidemment. Et une fois que t'as plus de rage dedans, tu fous tout à la poubelle, dans les toilettes instantanément. Bon, après, moi, comme j'avais pas d'effet hallucinogène, il y avait zéro tentation de quoi que ce soit, mais c'est pas hallucinogène. Non, c'est pas hallucinogène, je sais pas comment on dit là, vous savez, c'est une drogue majeure aux États-Unis. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, aux États-Unis, c'est l'épidémie, quoi. Enfin, c'est pas une épidémie, c'est un vrai problème de santé publique, l'addiction aux médicaments. Psychotrope, voilà, un effet psychotrope. Et ben moi, zéro effet psychotrope. Enfin, zéro effet psychotrope, donc aucun risque d'addiction. Ça m'a juste coupé, ma douleur pendant. CF Dr House, tout à fait, tout à fait. Ça m'a juste coupé ma douleur pendant le temps de la rage dedans, jusqu'à ce que ce soit soigné. Et puis après, bon, bah, tout à la poubelle, et puis on n'en parle plus. Bref. Donc voilà, c'est mon super pouvoir. Rien n'a d'effet sur mon sommeil, rien ne me fait dormir et rien ne m'empêche de dormir. C'est bizarre, hein, je sais pas. C'est comme ça. Bien. On peut avoir une addiction sans effet psychotrope. C'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. J'ai pas trop creusé, je vous avoue. J'ai pas trop creusé. Quand quand t'as une rage dedans, crois-moi, hein, que quand t'as une rage dedans et que ton médecin il te prescrit ça en disant bon, sans déconner, prends ça, tu réfléchis pas, quoi. Tu vois, c'est le genre, enfin, celles et ceux qui ont connu ça, vous-même, vous savez, c'est le genre de douleur où tu te fais pas prier, tu vois. On te dit, prends ça, ça coupe la douleur. Ouais, c'est go. J'y vais, j'y vais. On ne jette pas les médicaments à la poubelle, on les ramène à la pharmacie. Oui, oui, tout à fait, vous avez raison, vous avez raison. Vous avez évidemment raison, bien sûr. Écoutez, on n'est pas parfait partout, tout le temps, voilà. On fait ce qu'on peut. Bien, alors, cette parenthèse étant passée, voilà, vous savez donc désormais quel est mon super pouvoir. Il est pas mal, hein, en vrai. Hein. C'est pas mal comme super pouvoir, en vrai. J'espère un stream plein de malice. Ah bah... disons que c'est un stream plein de lui, quoi. On dirait vraiment Nosferatu. On dirait vraiment Nosferatu. Force à toi, j'en sors juste. Ils vont avoir contaminé les sols et pollué les nappes phréatiques. Ah, certes. Certes. Le jumpscare. Hop. Bon, bah, c'est bon, j'ai été convaincu par l'argument. On ne mettra plus de médicaments à la poubelle. Vous avez raison. Allez, plus maigre et chauve Nosferatu. Ah, quand même. Bon, allez. On est parti. On parle évidemment du couvre-feu. Alors, attendez, il faut que je prépare quand même ce stream. Hop. Afficher plus. Afficher la transcription. CTRL F. Hop, couvre. Ok. Alors, attendez. Oh. Ah, voilà, ça y est. Couvre-feu. Ok, alors attendez, bougez pas. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc, Dupond-Moretti, c'est calé. Ici, CTRL F, afficher plus, afficher la transcription. Couvre-feu. Ok. Ah, ça y est, je l'ai. C'est bon. Impeccable, tout est prêt. Alors, tout est prêt, on va pouvoir commencer. Hop, nickel. Bien. Chers amis, on parle ce matin du couvre-feu. Alors, c'est un débat qui a commencé la semaine dernière de manière, je dirais, plutôt ténue. Sinon ténue, du moins plutôt périphérique. Si vous étiez passé à côté de cette annonce, c'est Robert Ménard. Robert Ménard, le maire, bien évidemment, de Béziers, qui a annoncé dans la foulée des prises de position du discours de Gabriel Attal sur l'autorité et le rétablissement de l'autorité à Viry-Châtillon. Dans la foulée de ce discours, Robert Ménard a annoncé qu'il allait prendre un arrêté municipal dans sa ville
pour instaurer sur 3 quartiers de Béziers le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans de 23h à 6h du matin. Donc, dans Béziers, dans certains quartiers, les quartiers qu'il estime, lui, être le plus marqués par la délinquance des mineurs, dans certains quartiers, à Béziers, les mineurs de moins de 13 ans, donc 12 ans, 10 ans, 8 ans, 9 ans, les mineurs de moins de 13 ans n'ont plus le droit de se promener dans les rues seuls, sans être accompagnés par un adulte, entre 23h et 6h du matin. Bon. Une mesure dont on va reparler. Dans la foulée, le maire de Nice, Christian Estrosi, annonce qu'il va prendre lui aussi une telle mesure. Une mesure d'ailleurs qui n'est pas tout à fait nouvelle. Une mesure qui n'est pas tout à fait nouvelle. Couvre-feu Béziers. Voilà, je précise pour donner un dernier élément de contexte. Je précise qu'il y avait déjà eu des arrêtés. Alors attendez, hop. En patrouille la nuit, il y a 2 jours, midi libre. Le Monde, voilà, 23 avril. Hop. Voilà. Alors. On est sur lemonde.fr pour avoir un historique. C'était le 23 avril dernier, donc la semaine dernière. À Béziers, Robert Ménard instaure un couvre-feu pour les moins de 13 ans. 10 ans après avoir pris un arrêté similaire. Donc vous voyez, ce n'est pas une nouveauté. Le maire de Béziers, Robert Ménard, a instauré un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans plusieurs quartiers, a-t-il annoncé mardi 23 avril. L'ancien proche de Marine Le Pen a signé lundi un arrêté municipal stipulant que tout mineur âgé de moins de 13 ans ne pourra, sans être accompagné d'une personne majeure, circuler de 23h à 6h du matin sur la voie publique dans 3 quartiers prioritaires, à savoir le centre historique et ses abords, et les quartiers de la Deux-Èves et Iranget-Grangette. L'interdiction s'applique toutes les nuits pour la période allant du 22 avril au 30 septembre, en cas d'urgence ou de danger immédiat pour eux ou pour autrui. Ces mineurs pourront être reconduits à leur domicile ou au commissariat par la police municipale ou nationale, prévoit l'arrêté déposé en préfecture. Les enfants des parents concernés pourront faire l'objet de poursuites pénales, prévient le texte. Dans son arrêté, l'édile justifie, donc le maire de Béziers, justifie sa décision par le nombre croissant de jeunes mineurs livrés à eux-mêmes en pleine nuit, ainsi que par une aggravation du nombre de faits, notamment de violences urbaines, citant l'incendie d'une école il y a 4 ans, en 2019, et les émeutes de juillet 2023. C'est là que ça devient intéressant. Mardi, le maire de Nice, Christian Estrosi, a salué l'initiative du maire de Béziers et annoncé sa volonté d'instaurer un couvre-feu dans toute la ville, donc la ville de Nice, pour les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés. Nous l'avons mis en œuvre en 2009. Il y a eu une interruption au moment du Covid, donc nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il poursuive le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020. Donc, comme vous le voyez, Robert Ménard avait déjà pris un tel arrêté, instaurant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans. Christian Estrosi, le maire de Nice, a lui aussi déjà pris un arrêté instaurant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, arrêté qui a eu cours de 2009 à 2020, donc ça n'est pas une nouveauté. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, quand Robert Ménard fait cette annonce, bon, j'ai envie de dire, ça passe un peu inaperçu, il y a peu de commentaires, tout simplement parce que, voilà, Béziers, Nice, ce sont 2 villes qui s'illustrent par leurs décisions, eux diront en faveur de la sécurité, d'autres diront par leurs décisions sécuritaires, voire autoritaires. On rappelle que c'est la ville de Nice qui, l'une des premières en France, a installé de très nombreuses caméras de vidéosurveillance. Bon, donc toujours numéro 1 sur les pendants sécuritaires, diront les uns, autoritaires, diront les autres, la ville de Nice et la ville de Béziers. Jusque-là, j'ai envie de dire, rien qui ne justifierait que l'on s'y arrête. Jusqu'à cette interview d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, garde des Sceaux, une interview dans laquelle on lui a posé la question, le couvre-feu pour les mineurs, qu'en pensez-vous ? Il a pris position. Ce qui était jusqu'à présent une affaire municipale de l'ordre de quelques villes en France devient subitement une affaire nationale. Écoutez ce que dit le ministre de la Justice de cette question.
l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs. Pour vous, est-ce que c'est une mesure efficace? Et est-ce que vous êtes favorable à l'instauration de couvre-feu pour les mineurs? On va poser la question autrement. Est-ce qu'il est normal qu'un gamin de 13 ans traîne à 1h du matin dans les rues de sa ville? Ben voilà. Ben quand vous avez la réponse à cette question, vous vous dites qu'effectivement, le couvre-feu, c'est une mesure qui est efficace. Il faut la laisser. Il y a 10 jours, vous sembliez trouver ça pas tellement efficace et vous disiez il faudrait mieux faire les placements de nuit. Donc vous avez changé d'avis entre-temps? Non, pas du tout. Il faut faire le tout, madame. Le placement de nuit... Vous aviez l'air sceptique. Non, mais j'avais l'air sceptique, j'avais l'air ça, je ne sais pas. Madame, on va pas opposer les choses qui ne méritent pas de l'être. C'est utile, le couvre-feu. Les autres mesures le sont aussi, elles sont complémentaires. Le placement de nuit, c'est quelque chose qui n'existait pas. Bon, dans le post-émeute, qu'est-ce que l'on constate, madame? Que les gamins, pour dégrader, ils sont sortis la nuit, pas le jour. Et il y a une autre mesure, qui est celle qui a été mise en place à Nice et qui a vocation à s'étendre partout sur le territoire. Je voudrais vous en dire 2 petits mots, parce que je trouve qu'on l'a mal expliqué, cette mesure, ou qu'elle a mal été comprise. Le président de la République, à un moment, quand on a regardé le post-émeute, et on a beaucoup travaillé, et on a beaucoup discuté, et c'est bien normal, on en part sur autre chose. M'a alerté sur le fait que pour les très très jeunes, 11 ans, 12 ans, on n'avait rien dans les textes pour s'occuper de la situation qui est celle que ces gamins peuvent générer quand ils sortent la nuit, quand ils dégradent, etc. On s'est rendu compte aussi que 60% de ces très jeunes étaient élevés par une maman solo. Voilà, on est ailleurs. Là, on est sur les mamans solo. Bon, on est ailleurs. Alors, vous avez entendu l'argument d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Il est favorable à l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs. Donc tout d'un coup, cette question qui jusqu'à présent était l'affaire de quelques maires voulant s'illustrer par leur politique municipale particulièrement sécuritaire, cette question devient là maintenant une question nationale. Il est donc important que nous nous y arrêtions. Et l'argument employé par Éric Dupond-Moretti est un argument qui paraît en effet de bon sens, qui est de dire qu'est-ce qu'un gamin de 12 ans, 11 ans, 10 ans a à faire dans la rue passer 23 heures? Est-il vraiment raisonnable de voir un enfant de 10 ans dans la rue à 2 heures du matin, seul, sans être accompagné? Vous-même, je m'adresse à vous là, peuple de Twitch, également à vous, peuple de YouTube qui nous regardez peut-être en replay ou dans une vidéo. Je m'adresse à vous derrière vos écrans, vous-même, si vous êtes père ou mère de famille, vos gamins, à 2 heures du mat, ils sont où? Ils sont pas dans la rue, ils sont pas en train de traîner tout seuls non accompagnés, ils sont chez vous, n'est-ce pas? Dans leur lit, en train de dormir, de se reposer, car enfin, le lendemain, ils ont école, il faut qu'ils soient en forme, bien évidemment, pour faire leur journée d'apprentissage. Donc, ils ne sont pas à traîner, à traîner dans les rues, au risque de leur propre sécurité. Bien sûr, non, ils sont chez vous, sous votre garde. Donc, c'est bien normal que si la police croise des enfants de 10 ans non accompagnés passer 23 heures, c'est bien normal que la police puisse faire quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est l'argument d'Éric Dupond-Moretti. C'est l'argument d'Éric Dupond-Moretti, l'argument qui consiste à dire, mais moi, mes gamins, passer 23 heures, ils sont chez moi, en fait. Évidemment, ils ne sont pas tout seuls dans la rue, parce que déjà, ce serait pas bon pour leur sécurité, et puis parce qu'effectivement, c'est le signe de parents défaillants, donc ils sont chez moi, en fait, les mômes. Donc, à partir de là, l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs, bah oui, ça a l'air d'être assez naturel, non? Vous ne trouvez pas? Alors, vous voyez, ça, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant parce que comment s'opposer à cette argumentation? C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de trouver les arguments pour contrer, pour objecter à cette position. C'est pas évident. Faux dilemme. Bah pour le coup, c'est pas un faux dilemme. Pour le coup, passé 23 heures, les enfants, ils sont chez eux ou dans la rue. C'est pas un faux dilemme, c'est vrai. C'est pas un faux dilemme. T'as pas une troisième option qui est inexprimée.
les enfants, soit ils sont chez eux, chez leurs parents, sous bonne garde, soit ils sont dans la rue. Et s'ils sont dans la rue, passé 23 heures alors qu'eux-mêmes ont moins de 13 ans, on peut se poser des questions? Non. C'est compliqué de contre-argumenter. C'est compliqué de contre-argumenter. Alors, comment tu fais pour t'opposer à cette position? Est-ce qu'il faut même s'y opposer? Eh bien, troisième option, il flotte dans l'éther. Faut-il vraiment légiférer là-dessus? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il y a une loi qui est proposée, si vous n'avez pas d'argument contre la loi, c'est peut-être que la loi est bonne. Vous voyez? Là, on sent dans le chat quand même qu'il y a un petit malaise. On sent que vous avez envie d'être contre, mais que vous ne trouvez pas les arguments. Vous êtes là, genre, en même temps, il n'a pas complètement tort. On veut tout réglementer dans ce pays, JPP. Oui, mais on voit bien que... c'est agaçant. Il y en a qui disent ça rend fou. Il y en a qui disent ça rend fou. Alors, je vais vous aider. Je vous propose d'écouter un autre homme, de laisser la parole finalement à ceux qui ont contribué à inspirer cette mesure. Laisser la parole, par exemple, à Christian Estrosi, le maire de Nice, qui était en effet l'invité de BFM TV RMC. Il revient sur cette mesure qu'il a lui-même inspirée. Souvenez-vous, le maire de Nice qui, dès 2009, instaure cette mesure à Nice, dans sa ville. Écoutez ce que dit Christian Estrosi. Vous allez voir, ça devient vite intéressant. Christian Estrosi, que vous aviez lancé un débat sur les portiques de sécurité et que vous aviez mis en œuvre en 2009 dans votre ville, un couvre-feu pour les mineurs. Oui. C'est une question qui revient dans l'actualité. Le maire de Béziers a mis en place hier un couvre-feu pour les moins de 13 ans dans sa ville. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la même mesure pour Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous, à Nice, vous songez à remettre en œuvre un couvre-feu pour les mineurs dans votre ville? Mais nous l'avons mis en œuvre en 2009. Oui. Bon, et ça a montré son efficacité. C'est efficace. Nous avons eu... Vous faites le lien entre cette mesure et le fait qu'il n'y ait par exemple pas eu d'émeute urbaine dans votre ville? Et ce que j'ai mis en 2009, on va le poursuivre aujourd'hui, naturellement. Ouais. Et le maire de Béziers a raison, et le ministre de l'Intérieur a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application, vous savez. Bon, donc, pour l'instant, il se contente de dire, écoutez, oui, on l'a fait, on va le refaire. Mais en même temps, c'est compliqué pour le maire de Nice, parce que Christian Estrosi, jusqu'à présent, il s'est toujours illustré par le fait que, précisément, c'est à Nice, dans sa ville, qu'il y a les mesures les plus sécuritaires. C'est la ville la plus sûre de France. Voilà, si tout le monde fait comme lui, Nice, c'est plus la ville la plus sûre de France, puisque les autres font pareil. Donc il faut aller plus loin. Il a raison. C'est une des bonnes mesures qu'il faut mettre en application. Vous savez, donc vous allez le remettre en œuvre à Nice, pour bien comprendre, parce que je n'ai pas le souvenir que depuis 2009, le couvre-feu a été prolongé jusqu'aujourd'hui. Il y a eu une interruption au moment du Covid, puisque le couvre-feu était pour tout le monde au moment du Covid. Donc, nous sommes en train de renouveler l'arrêté de 2009 pour qu'il puisse poursuivre le rôle qu'il a joué de 2009 à 2020 et qu'il puisse aujourd'hui, où nous sommes pour les moins de 13 ans aussi, à cette violence, bien sûr, pour les moins de 13 ans. C'est la catégorie d'âge que vous visez. Mais c'est une... Attention, la suite va vous étonner. Catégorie d'âge que je vise, mais je suis en train de regarder, même si sur les moins de 14 ou 15 ans, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre, parce que, ou en tout cas dans certains quartiers. Ce sera dans toute la ville ou dans certains quartiers, puisque vous dites à l'instant... Non, ce sera pour toute la ville, toute la ville les moins de Nice, 13 ans, et on va identifier dans les prochaines semaines, avant l'été. Lorsque je vois par exemple ce qui se passe sur le trafic de drogue dans des points de deal qui sont bien identifiés dans un quartier qui est celui des Moulins par exemple, nous allons voir si nous ne pouvons pas monter jusqu'à 14, 15, voire 16 ans. Là où nous voyons les difficultés qu'il y a pour la police et pour la justice de venir à bout de certaines filières. Ça fait partie de ces sujets où nous voyons bien que dans les annonces de son discours de politique générale, comme celle renouvelée et avirie par le Premier ministre à la fois sur la prévention et sur la répression, il y a des mesures importantes qui doivent être mises en œuvre le plus rapidement possible. Ça ne va pas assez vite pour vous, Christian Estrosi. Je me dis qu'il y a des choses qui pourraient aller plus vite. Voilà. Bon, vous l'avez entendu, vous avez vu l'argument. Forcément, comme Christian Estrosi n'est plus le maire le plus dur de France, comme sa ville n'est plus la ville la plus sécuritaire de France, il faut aller plus loin. Donc,
À Nice, couvre-feu pour les moins de 13 ans partout. Voilà, ça c'est la base. Et dans certains quartiers, on va réfléchir à pousser le couvre-feu un peu plus loin. Voilà, pour les 14, 15, voire 16 ans. Ah, c'est sûr, là tout d'un coup, ça irrite un peu. Ah, là tout d'un coup, on n'est plus si sûr, n'est-ce pas? Alors, vous voyez ici le problème qui se pose dès lors que l'on touche à une liberté fondamentale, en l'occurrence le droit d'aller et venir, le droit de circuler dans l'espace public. Le problème est le suivant, une liberté, elle se pose de manière absolue. C'est absolu, c'est pas vrai. Ce que je viens de dire là est faux. Une liberté, elle est jamais absolue. Je le dis à l'envers. C'est toujours très compliqué c'est toujours très compliqué de faire accepter la restriction d'une liberté qui jusqu'à présent ne l'était pas. Il n'y a pas, en France, de restriction au droit d'aller et venir dans l'espace public. Il n'y a pas d'exception. Il y a des cas dans lesquels, effectivement, on peut se dire qu'il y a un problème. Tout le monde voit bien que si un gamin de 5, 6, 7, 8 ans, et même pourquoi pas 10 ans, est livré à lui-même dans la rue à 2h du matin, tout le monde voit bien qu'a priori, il y a un problème. Mais le principe du droit d'aller et venir, de la liberté de se mouvoir au sein de l'espace public, ce principe, en situation ordinaire, évidemment, hors cas très particuliers, type le Covid, mais on pourrait y revenir d'ailleurs. Mais hors grande crise extraordinaire, ce principe ne souffre pas exception. En France, tu peux te déplacer dans l'espace public, ça fait partie des droits et libertés fondamentales, des droits fondamentaux et des libertés fondamentales qui sont reconnus, n'est-ce pas, par la Constitution. C'est toujours compliqué de faire accepter la restriction d'une liberté qui jusqu'à présent ne l'était pas. C'est difficile. Expliquer aux gens que tout d'un coup, il va y avoir une partie de la population qui va voir cette liberté lui être retirée ou à minima restreinte. C'est pas facile de faire accepter ça. Par contre, une fois que tu as fait accepter le principe d'une restriction de liberté, c'est beaucoup plus simple d'en étendre, c'est beaucoup plus simple de l'étendre progressivement. Une fois que tu as fait accepter le principe d'une restriction de liberté, ça devient beaucoup plus simple de faire accepter une extension progressive de ces restrictions. En droit, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. L'effet cliquet, c'est l'idée que à partir du moment où tu acceptes le principe soit d'une extension, soit d'une restriction de droit, ça va être très difficile de revenir sur ce principe. Par contre, derrière, tu peux l'étendre. C'est le principe du pied dans la porte et de l'effet cliquet. Une fois que tu as accepté le principe d'une restriction dans la liberté d'aller et venir, c'est très difficile de revenir en arrière. Par contre, le pied est mis dans la porte, mais par contre, c'est beaucoup plus facile d'entrouvrir progressivement la porte. Et donc, à partir du moment où tu as fait accepter le principe d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, ce qui semble de bon sens. C'est-à-dire que toutes et tous, c'est pour ça que c'est difficile de s'y opposer, c'est qu'effectivement, tous les parents de France se disent « Bah oui, moi, mon gamin à 11 ans, il est dans son plumard, en fait, passé 23 heures. Il est certainement pas debout, parce que demain, il y a école, et il est certainement pas tout seul dans la rue. » Donc, une fois que tu as fait accepter ce principe, qui paraît de bon sens, qui paraît vraiment être l'évidence absolue, l'évidence éducative absolue. Mais une fois que tu as fait accepter ce principe, alors, faire accepter des extensions progressives devient beaucoup plus simple. D'abord, couvre-feu pour les mineurs de 13 ans. Et puis ensuite, dans certains quartiers, on voit de la délinquance, on voit du deal. On voit des jeunes qui traînent dans la rue. Alors certes, ils ont plus de 13 ans, mais ils traînent malgré tout. Eh bien, allez, on étend l'interdiction au moins de 14, puis au moins de 15, puis au moins de 16 ans. Et alors là, attention, on pourrait me dire que je fais un sophisme de la pente glissante. C'est-à-dire que je fais le sophisme de dire je refuse une mesure aujourd'hui pour le glissement possible qu'il pourrait y avoir demain. Ça, c'est un sophisme de dire je refuse une mesure, une proposition aujourd'hui, parce que demain, elle pourrait potentiellement peut-être mener à des évolutions délétères. C'est un sophisme. C'est par exemple le sophisme qui avait été utilisé, souvenez-vous,
en 2012, au moment du 2012-2013, au moment du débat sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, puisque certains députés UMP de l'époque, parmi lesquels Gérald Darmanin, Valérie Pécresse et quelques autres, certains disaient « Attention, si vous acceptez aujourd'hui le principe de l'adoption et du mariage pour les couples de même sexe, ce sera la porte ouverte demain à la GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait d'accepter les mères porteuses en France. » Alors même qu'à l'époque, le gouvernement socialiste n'avait absolument pas pris position en faveur de la gestation pour autrui, aujourd'hui, 10 ans plus tard, le débat reste encore ultra tabou de la gestation pour autrui. Donc là, on voit bien que cet argument n'avait absolument aucune valeur. C'était vraiment juste agiter le spectre d'une évolution possible peut-être dans l'avenir pour s'opposer à une mesure dont aujourd'hui tout le monde reconnaît que c'était tout simplement une extension normale et bien légitime des droits des couples homosexuels. Donc là, on pourrait me dire, Clément, tu fais pareil. En fait, tu es en train de nous dire cette mesure de bon sens qu'est le couvre-feu pour les moins de 13 ans aujourd'hui, tu t'y opposes au motif que demain, ça pourrait mener à des évolutions plus graves. Oui, mais la différence, c'est que vous voyez bien que là, moi, c'est pas un sophisme de la pente glissante. C'est juste m'appuyer sur ce qui est en train d'être dit aujourd'hui. Vous voyez, j'ai même pas à l'argumenter. J'ai même pas à vous dire non mais si l'évolution vers. J'ai même pas à vous argumenter de manière laborieuse que si, croyez-moi. Une fois qu'on a accepté ça aujourd'hui, l'extension à des jeunes de moins en moins jeunes, ça va aller vite, c'est une évolution qu'on va voir dans les mois, les années qui viennent. J'ai même pas à vous l'argumenter, c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous voyez, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que avec l'imposition dans le débat de l'idée d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, dès le lendemain, Christian Estrosi, dès le lendemain, Christian Estrosi dit « Ah bah, tant mieux, si tout le monde est d'accord pour ça, alors moi, je vais l'étendre aux moins de 16 ans. » Et dès le lendemain, ça a été instantané. Ça a été instantané. Dès le lendemain, Christian Estrosi « Ah, très bien, bon bah, vous êtes tous pour ça? Ah bah d'accord, du coup, moi, je propose de l'étendre aux moins de 16 ans. » Et alors là, vous voyez la pente glissante. C'est-à-dire que ça, parce que le couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans, soit quand tu as 10, 11 ans, que tu es en CM2, 6e, 5e, t'as rien à faire dans la rue à 2h du mat, t'es dans ton lit, soit. Par contre, les mineurs de moins de 16 ans, je veux dire, quand tu as 15 ans et demi, là, pour le coup, c'est l'âge des premières booms. C'est l'âge des premières soirées, tu vois. Généralement, dans ces soirées, on donne la permission de minuit, tu vois. Je veux dire, là, pour le coup, les parents qui êtes sur le chat ou qui nous regardez en replay, j'imagine que pour le coup, que votre ado de 15 ans et demi rentre à 23h30 ou minuit de la boum à laquelle vous l'avez laissé aller, ça vous choque pas, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire, un gamin, on dit plus boum. Moi, je dis boum. Voilà, moi, je dis une boum. Désolé. Moi, je dis une boum. Vous voyez, une partie d'entre vous vous dites, bon, voilà, j'ai laissé mon gamin aller en soirée, il a 15 ans, 15 ans, c'est la seconde, tu vois, 15 ans, c'est la seconde. Enfin, je veux dire, quand t'es en seconde, quand t'es au lycée, tu peux aller dans une soirée, rentrer chez toi le soir tranquillement, tes parents te donnent la permission de minuit, et si tu rentres après minuit, tu te fais engueuler. Et là, pour le coup, j'ai envie de vous dire, là, on peut avoir un débat, hein. Certains vont dire, ah non, quand même, moi je trouve que c'est encore un peu jeune pour mes gamins. Bon, c'est votre droit le plus absolu. D'autres vont dire, bon, c'est bon, mon môme a 15 ans, il est déjà indépendant, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, là, on est sur un vrai débat éducatif. Donc là, tout d'un coup, des jeunes de 15 ans et demi qui rentrent de soirée à 23h30, j'ai envie de vous dire, là, c'est quand même beaucoup moins choquant. OK ? Sauf que vous avez entendu ce qu'a dit Christian Estrosi. Il a dit, dans certains quartiers. Dans certains quartiers. Elle va avoir quelles conséquences, sa mesure? Simple, hein. La conséquence sera la suivante. Dans les beaux quartiers de Nice, dans les quartiers chics, les gamins issus des catégories sociales favorisées qui auront été dans leur boom ou dans leur soirée, je sais que je dis boom, je suis vieux, qu'est-ce que vous voulez, bientôt 40 ans, hein. Les gamins qui seront sortis et qui rentreront de soirée après 23h
bon, bah, ils auront le droit, en fait, et tout le monde trouvera ça normal. Tout le monde dira « Ah, des jeunes qui s'amusent, il faut que jeunesse se passe, c'est bien naturel, regardez-les revenir de soirée un peu ivres, c'est vrai, mais en même temps, il faut bien faire ses premières expériences. » Voilà, tout le monde a de la sympathie pour ça. Par contre, dans les quartiers populaires, dans les quartiers pauvres, pour le dire clairement, quartiers pauvres qui sont, c'est statistique, hein, c'est tout simplement, c'est la sociologie de ces quartiers. Les quartiers pauvres qui sont aussi les quartiers où on compte le plus de jeunes issus de l'immigration. Statistiques sociologiques. Les quartiers pauvres qui sont aussi les quartiers où on compte le plus de jeunes issus de l'immigration, qui sont aussi les quartiers que Christian Estrosi veut viser par son interdiction. Alors là, c'est pas la même chose. Alors là, quand tu auras des gamins qui, pareil, rentreront de soirée, peut-être un peu alcoolisés, mais il faut bien que jeunesse se passe. C'est les premières expériences, ils sont au lycée après tout. Ces gamins-là, eux, se feront arrêter par la police. Et on voit très bien de quels gamins on parle. On parle comme toujours, des gamins issus des quartiers pauvres, des quartiers défavorisés, issus de l'immigration pour une partie d'entre eux, racisés pour une partie d'entre eux, c'est-à-dire les mômes qui d'ores et déjà aujourd'hui subissent la discrimination, qui d'ores et déjà aujourd'hui subissent le racisme systémique de la police. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Toubon, ancien défenseur des droits, tous les sociologues de la police et de la justice qui pointent bien le fait qu'il existe déjà des discriminations qui touchent les jeunes racisés issus des quartiers pauvres, qui touchent déjà, des discriminations qui touchent déjà les jeunes racisés issus des quartiers pauvres, un racisme systémique de la part de la police qui touche déjà ces mêmes jeunes. Eh bien là maintenant, c'est plus simple. Ces jeunes-là ne pourront plus sortir dans la rue passer 23 heures. Et là, je pense que tout le monde voit bien où la pente nous emmène. La restriction de liberté pour les uns et la jouissance de ces mêmes libertés pour les autres. Voilà comment la France devient tranquillement, très tranquillement, un pays discriminatoire. Elle l'est déjà en partie, hein, encore une fois, ce sont les études du défenseur des droits qui pointent les discriminations et le racisme, y compris le racisme systémique dont sont l'objet et dont sont victimes les jeunes issus de l'immigration, et pas seulement les jeunes, les personnes issues de l'immigration en France. Mais là, maintenant, cette discrimination va être institutionnalisée avec la restriction d'une liberté absolument essentielle, la liberté d'aller et venir, pour une partie des jeunes. Et on voit très bien lesquels. Voilà ce qui est aujourd'hui sur la table par le maire de Nice. Alors, là, tout d'un coup, tu te dis, tiens, c'est moins sympathique quand même ce couvre-feu. Là, tout d'un coup, le couvre-feu dont j'ai accepté le principe sans réfléchir parce que je ne savais même pas comment m'y opposer. Oui, c'est ça. Je n'ai pas su comment m'y opposer, alors j'ai accepté le principe. Mais une fois que tu as accepté le principe, c'est très facile d'en étendre les modalités. Et là, on se rend compte que dès lors qu'on veut en étendre les modalités, c'est déjà sur la table aujourd'hui. Alors, on arrive sur des propositions qui sont stricto sensu, explicitement discriminatoires pour une partie de la jeunesse, en l'occurrence la jeunesse des quartiers populaires, qui par ailleurs est une jeunesse souvent, pas toujours, hein, mais souvent issue de l'immigration. Voilà où on en est. Mais ça n'est que le début. Ah, mais ça n'est que le début parce que j'ai envie de vous dire, bon, ça c'est la première étape. Mais encore une fois que tu as accepté le principe d'un couvre-feu pour des raisons de sécurité. Parce que c'est ça l'argument à chaque fois, hein, c'est oui, mais vous vous rendez compte, il y a des jeunes délinquants qui commettent, des actes de délinquance. Donc, une fois que tu as accepté pour un motif de sécurité la restriction d'une liberté, c'est de ça qu'on parle. Pour un motif de sécurité, pour des raisons de sécurité, tu acceptes une restriction de liberté. Une fois que tu as accepté ce principe-là, comment tu fais pour t'opposer quelques années plus tard, peut-être, à son extension à toute la population ? Le jour où en France, on aura un mouvement social d'ampleur, type gilets jaunes, réforme des retraites, peut-être plus grand encore. Le jour où en France, on aura un mouvement social d'ampleur. Alors, peut-être demain, par exemple, mouvement social d'ampleur pour s'opposer au gouvernement, pour s'opposer à la présidence Macron, c'est possible, ça pourrait arriver. Peut-être après-demain, mouvement social d'ampleur pour protester contre une réforme portée par une présidence Marine Le Pen. Ça pourrait arriver.
Le jour où, demain, nous aurons en France un mouvement social d'ampleur et où, pour des raisons de sécurité, le gouvernement décidera l'extension du couvre-feu à tout le monde passé 23 heures. Comment vous ferez pour vous y opposer ? Après tout, il y a bien des problèmes de sécurité qui se posent. On voit bien dans la rue des gens qui commettent des méfaits, qui brûlent des poubelles, qui brisent des vitrines, c'est inacceptable. Eh bien allons-y, couvre-feu pour tout le monde. Passé 23 heures, tu ne peux plus circuler dans les grandes villes ou dans certains quartiers. Comment vous ferez pour vous y opposer après tout ? C'est le même motif, la sécurité. Le principe d'un couvre-feu pour une partie de la population, on l'aura déjà accepté. Le principe même d'un couvre-feu pour des gens responsables. Une fois que tu as accepté le principe d'un couvre-feu pour des jeunes qui ont 15 ans et demi, comment tu fais pour t'opposer à un couvre-feu pour tout le monde ? Dans certains quartiers peut-être, partout pourquoi pas. Comment tu fais pour t'opposer à ce glissement ? La pente, elle va vite quand même. La pente, elle va vite. À partir du moment, encore une fois, où tu as accepté le principe d'une restriction de ta liberté au nom d'un impératif de sécurité, l'extension des modalités est très facile et peut très facilement être justifiée au regard du contexte ou du contexte prétendu. Très facilement. Et à tous ceux qui, dans ce futur dystopique potentiel, à tous ceux qui diront mais c'est un peu fasciste quand même de demander à toute la population de ne pas sortir de chez soi. Moi, ça me rappelle quand même des mauvais souvenirs. Il me semble avoir lu ça dans les livres d'histoire. Eh bien, à tout cela, le gouvernement en question, le gouvernement de Marine Le Pen peut-être, le gouvernement d'Emmanuel Macron, pourquoi pas, le gouvernement répondra avec un grand sourire. Comment ? Fasciste, nous ? Mais vous plaisantez, rendez-vous compte ? C'est Christian Estrosi à l'époque qui l'a dit. C'est Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui disait que ça lui semblait naturel. Fasciste, nous ? Mais pas du tout. Nous sommes dans un contexte particulier. Nous nous contentons d'étendre une interdiction qui est très ancienne, qui à l'époque n'a absolument pas suscité de réprobation des républicains. Des hommes et des femmes, citoyennes et citoyens républicains qui se reconnaissent dans les valeurs de la République. Nous, fascistes, enfin. Où allez-vous chercher tout ça ? Voilà où nous en sommes aujourd'hui, mesdames, messieurs. Voilà tout le problème que pose le fait que... Et alors, encore une fois, j'y reviens. Tant que tout cela restait simplement... l'obsession sécuritaire de quelques maires de villes du Sud matrixés par une partie de leur électorat, bon, que sais-je encore, tant que ça reste les obsessions sécuritaires, voilà, je vais le dire comme ça, tant que ça restait les obsessions sécuritaires de Robert Ménard et de Christian Estrosi. Bon, on pouvait regarder ça un peu de loin en se disant, après tout, c'est pas la première fois qu'ils prennent des arrêtés municipaux un peu limites. Une fois sur deux, ils sont retoqués au tribunal administratif. Bon, voilà, on peut hausser un sourcil en se disant, admettons, c'est un folklore local. Qu'est-ce que vous voulez ? À partir du moment où le garde des Sceaux, ministre de la Justice, nous dit, ouais, ça me choque pas, c'est un bon principe, on va y réfléchir. Alors là, pour le coup, il faut dresser l'oreille. Il faut dresser plus que l'oreille. Parce que là, on est sur une véritable pente. Une pente glissante qui, en fait, on fait sauter un garde-fou. En fait, c'est comme toujours, c'est le même problème. On fait sauter un garde-fou. La liberté de circulation, c'est un garde-fou contre les dérives fascisantes. La liberté de circulation, c'est un garde-fou contre les dérives fascisantes. Le garde des Sceaux, en acceptant le principe d'une restriction de cette liberté, fait sauter un garde-fou. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, peut-être que oui, c'est difficile de s'y opposer, peut-être que oui, ça semble ne pas poser de problème, peut-être que d'ailleurs ça paraît même être du bon sens, mais un garde-fou vient de sauter sans qu'on se rende compte. Et ce garde-fou autorise à toutes les dérives. On les voit déjà aujourd'hui avec ce que propose le maire de Nice. Hélas, je crains que si cette interdiction, ou plutôt aussi cette restriction de liberté devait, ce qui semble être le cas, puisque le garde des Sceaux a pris position, si cette restriction de liberté devait être acceptée à l'échelle nationale ou devait être validée par le gouvernement, alors qui sait où cela pourrait nous mener demain. Et
ça criminalise aussi les mineurs sans abri par ailleurs. Trognon a raison. Par ailleurs, j'ai envie de dire, c'est presque le moindre des problèmes, mais c'est également un problème majeur. Par ailleurs, ce couvre-feu mène à la criminalisation de mineurs sans abri, de mineurs SDF, qui hélas existent dans notre pays, des mineurs sans abri de moins de 12 ans, non accompagnés. Fort heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Malheureusement, il y en a quand même quelques-uns. Par contre, des mineurs de moins de 16 ans, non accompagnés, là pour le coup, hélas, il y en a quand même un bon paquet. Hélas, il y en a un bon paquet. J'ai pas fini. J'aimerais citer ici la pensée d'un avocat qui est l'avocat François Sureau. L'avocat François Sureau, avocat à la Cour de cassation, avocat au Conseil constitutionnel. Attendez. Avocat à la Cour de cassation, je suis pas sûr. Avocat à la Cour constitutionnelle, c'est sûr. François Sureau. On va aller... Tiens, hop. Je trouve une belle photo. Très bien. Wikipédia. Est-ce qu'on a une photo sur Wiki? On n'a pas de photo sur Wiki. Je trouve une belle photo ici. Hop là. Ouvrir l'image dans un angle. Parfait. Hop là. Un peu pixelisé la photo. Alors, François Sureau, membre de l'Académie française, avocat. Il a été avocat au Conseil constitutionnel. C'est ça. Avocat au Conseil constitutionnel. Absolument. Absolument. Hop là. Tiens, je vous le mets. Merde. J'ai mis ce clic. Tac. Parfait. Voilà, c'est le moment de citer tout de même la parole et la pensée de l'avocat François Sureau, auteur, romancier, académicien, par ailleurs avocat au Conseil constitutionnel et grand défenseur français des libertés. Grand défenseur français des libertés. Et François Sureau a coutume de rappeler que nous avons perdu en France le goût des libertés. Il nous rappelle que les libertés fondamentales ont été proclamées initialement pour protéger les citoyennes et les citoyens contre l'arbitraire de l'État. L'origine des droits fondamentaux et des libertés fondamentales, c'est une garantie pour les citoyens de ne pas être opprimés, de ne pas subir l'arbitraire de l'État. Il nous rappelle ça que l'on a un peu oublié, que longtemps, jusque récemment en réalité, jusqu'assez récemment, l'État était perçu comme toujours potentiellement oppresseur. Et les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont là pour nous protéger contre cette potentielle oppression. Et François Sureau nous rappelle que dès lors que l'on voit l'État vouloir limiter une liberté fondamentale, nous devrions toujours craindre pour l'arbitraire que cela peut faire peser sur nous, l'oppression potentielle par laquelle nous pouvons être menacés. Bref, c'est de l'État que nous devons nous méfier. On oublie que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a été rédigée, proclamée en France contre l'arbitraire de la royauté, l'arbitraire de la monarchie absolue. On oublie qu'à l'origine, les droits et les libertés fondamentales se construisent pour protéger les citoyens contre l'arbitraire à l'époque du roi, aujourd'hui de l'État. Et en quelque sorte, la charge de la preuve s'est aujourd'hui inversée et nous avons accepté cela. Hier, dès lors que l'État voulait limiter une liberté fondamentale, c'est tout le monde qui se dressait, ce sont les citoyennes et les citoyens qui se dressaient en lui demandant « Mais as-tu d'excellentes raisons de limiter cette liberté fondamentale ? Car sans une excellente raison de limiter notre liberté, nous nous y opposerons, par principe, parce que nos libertés sont inaliénables et sacrées, et que nos libertés nous protègent contre l'arbitraire de l'État. » Aujourd'hui, la charge de la preuve s'est inversée. L'État propose une limitation de notre liberté fondamentale, nous regarde dans les yeux et nous dit « Alors, est-ce que vous avez une bonne raison de vous opposer à cette limitation ?
Sinon, nous, on le fait. Auparavant, c'est l'État qui devait être capable de justifier de vouloir limiter une liberté. Et sans une excellente justification, nous nous y opposions. Et nous trouvions ça normal, parce que nous avions le goût de la liberté. Nous avions cette conscience cruciale qu'à n'importe quel moment, les choses peuvent déraper et l'État de protecteur peut devenir oppresseur. Et dès lors que l'État voulait limiter l'une ou l'autre des libertés fondamentales, ce sont les citoyennes et les citoyens qui se dressaient en disant « Avez-vous une excellente raison de proposer cela ? Sinon, par défaut, nous nous y opposerons. » Le rapport de force s'est inversé. Aujourd'hui, alors, certains disent à quel moment a eu lieu le glissement, c'est difficile de le dire. Mais en tout cas, on le voit. On voit aujourd'hui des propositions qui, auparavant, auraient été refusées par principe. On voit ces propositions faire leur chemin dans le débat public parce que la charge de la preuve s'est inversée. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement qui nous regarde dans les yeux, nous propose une restriction de notre liberté et nous dit « Est-ce que vous avez une excellente raison de vous y opposer ?» Parce que sinon, si vous n'avez pas d'excellente raison de vous y opposer, alors pourquoi dire non? N'est-ce pas naturel après tout que les mineurs soient dans leur lit passé 23 heures, les mineurs de moins de 13 ans soient dans leur lit passé 23 heures, n'est-ce pas normal? Et puis demain, mais pourquoi vous vous y opposez? Dans des quartiers où il y a une telle délinquance, où des jeunes de moins de 16 ans commettent de tels larcins, n'est-ce pas normal après tout qu'ils soient raccompagnés chez eux? Et puis peut-être, pourquoi pas dans quelques années, mais enfin pourquoi vous vous y opposez? Dans une France où des hommes et des femmes cassent, vandalisent, commettent des violences dans la rue, n'est-ce pas normal pour la sécurité de toutes et de tous que les gens soient tranquillement chez eux, passer 23 heures? Et voilà. Alors que hier, il fallait avoir d'excellentes raisons pour proposer une limitation, pour proposer la restriction d'une liberté, aujourd'hui, on nous demande, citoyennes et citoyens, on nous demande d'excellentes raisons de nous y opposer. À cela, je dis non. Attention, n'oubliez jamais qu'une liberté, elle se défend par principe. Que nos libertés fondamentales, elles nous protègent contre l'arbitraire de l'État. Que les conséquences délétères d'une restriction de notre liberté d'aller et venir, on les voit dès à présent. Là, vous l'avez vu, hein, on n'a même pas besoin d'attendre demain. J'ai même pas besoin d'être une Cassandre. J'ai même pas besoin d'être celui qui apporte le mauvais présage. Même pas besoin de ça. Les choses sont sous nos yeux. Là, aujourd'hui, maintenant, au moment où nous parlons, le maire de Nice, Christian Estrosi, qui veut étendre dans certains quartiers, les quartiers pauvres, les quartiers marqués par le chômage, la précarité, les quartiers où également vivent un grand nombre de citoyennes et citoyens issus de l'immigration, eh bien, dans ces quartiers, l'extension sera étendue aux moins de 16 ans. Et voilà, une mesure discriminatoire dont on voit très bien quelles sont celles et ceux qu'elle cible. C'est là, c'est aujourd'hui, c'est sous nos yeux. Voilà à quoi mène une restriction de liberté acceptée simplement parce qu'on n'a pas trouvé les arguments pour s'y opposer. On n'a pas besoin d'arguments pour s'opposer à une restriction de nos libertés. Pas du tout. Une liberté fondamentale, elle est fondamentale. L'arbitraire de l'État, il est toujours possible. L'oppression du peuple par le gouvernement, elle est toujours à craindre. Et c'est une excellente raison pour s'opposer à une restriction de notre liberté. Presque la seule qui vaille. En tout cas, elle suffit. Bon, je vous lis un peu. Hein. Je vous lis un peu, là, j'étais un peu en tunnel, je vous ai pas trop lu. Je vois qu'il y a du débat. Je vois qu'il y a du débat. Très joli tunnel. Ouais, j'étais bien, j'étais inspiré, du coup, je vous ai pas trop lu, hein, je vous avoue. Je vous avoue, j'ai pas trop lu. Mais je vois qu'il y a du débat. Clap de fin d'enregistrement de la capsule. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais en train de faire ma conclusion, là. J'étais en train de faire ma conclusion. Bon, la camomille, hein, bien sûr. Hein, bien sûr, hein. Bien sûr, la camomille, les amis. Hein. Une belle argumentation qui ne me convainc pas, mais belle quand même. Ah bah ça, c'est... Ça, la conviction n'est jamais sûre, hein, c'est normal. Hein.
Kamomi no Jutsu. Quelles sont nos armes concrètes pour lutter contre ça? Bah la lutte, les amis. On descend dans la rue, on se mobilise, on gueule. Voilà, moi, mon arme, c'est toujours la même. Hein. Elle est là, regardez, hop. Moi, mon arme, c'est toujours la même, mais... Nice tunnel. mais les armes, elles sont... Et on vote, absolument, absolument. On se bouge et on vote. On se bouge, on milite et on vote. La lutte, elle est toujours possible. Infinite Corridor. On se bouge et on vote. La lutte, elle est toujours possible. Défendre mes droits fondamentaux, pas convaincu. Ok, man. Bon, alors, on vote, on se fait entendre et on fait masse, absolument. Absolument. La vraie menace pour les libertés, c'est ceux qui en abusent. Ah bah... En fait, tu peux pas, par définition, abuser d'une liberté, tu en jouis. C'est la définition d'une liberté, c'est que tu en jouis. Après, ça veut pas dire légitimer, tu vois, si les gens qui sont dans la rue passés 23 heures, s'ils cassent des vitrines, en vrai, ils sont sous le coup, ils tombent sous le coup de la loi. Il y a pas de problème avec ça. Il y a pas de problème. Le problème, c'est pas la liberté. Le problème, c'est ce que les gens font dans ce cadre-là. Tu vois, tu peux tout à fait dire, bah oui, les vandales, ceux qui commettent des actes de vandalisme, qui font de la destruction de biens, eh ben on les punit. Pourquoi pas? Moi, j'ai pas de querelle avec ça. Hein. La loi républicaine, elle s'impose à tous et à toutes. Il y a aucun souci. Mais par contre, quand la seule solution que tu as pour lutter contre des mecs qui mettent le feu à des poubelles, c'est de réduire la liberté d'aller et venir, c'est peut-être qu'il y a autre chose qui est en jeu, tu vois. Moi, je dis ça, moi, je dis rien. Quand tu prétends vouloir lutter contre des mecs qui foutent le feu à des poubelles et que pour le faire, tu limites la liberté d'aller et venir de toute la population, peut-être tu peux te dire qu'il y a un problème, tu vois. Bref. La liberté ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas, c'est vrai. C'est vrai. Je ne fais que poser la question. Bien, alors, écoutez, c'était notre premier sujet de la journée. Enfin, on a tenu en 1 heure. Pemf, il sera content. Après, c'était 1 heure dense. Hein. Ça, là, je sens venir la petite capsule de 20 minutes, là. Je sens venir la petite capsule de 20 minutes. On va rendre notre monteur heureux. Pemf en PLS. Après, une capsule de 20 minutes à faire sur 1 heure de vidéo, c'est pas si dur que ça. Le problème, c'est une capsule de 10 minutes à faire sur 2 heures de rush. Ça, c'est le coach. Tu n'as pas parlé du couvre-feu à Penn et Mirabeau, qui visiblement on n'en a pas besoin. J'ai pas vu, je sais pas de quoi on parle. Faut que j'aille regarder. C'est un plan séquence. Est-ce qu'il existe des stats? Je sais pas, j'ai pas vu les stats non plus. J'ai un truc important à vous dire. C'est l'annonce, hein, j'ai une annonce à faire. C'est pas des conneries. Hein. J'ai une annonce qui plus qu'une annonce est un appel. Hein. J'ai un appel à faire. D'abord, attendez, où est-ce qu'on en est? Je regarde. Attendez, c'est bon. Je regarde un peu tout. Je regarde un peu tout ce qui se passe. Ah bah, pub en cours. Impeccable. La pub va partir. Nickel. Hop. Toc. Alors, je peux pub de 3 minutes en cours. Ah oui, elle part dans 3 secondes. Bah, très bien, comme ça me laisse le temps de remercier les subs. J'ai vu qu'il y avait eu du... Il y a eu du don, là. Il y a eu du sub en folie. Lancer une coupure pub. Allez, c'est part. Toc. Voilà, coupure pub. Hop. J'en profite bien sûr pour remercier les subs. Alors, on en était où? J'entends pas tout.
Je t'ai remercié, me semble-t-il. Oui. La mouchette du cœur qui s'est abonnée pour 3 mois. Incroyable, mais vrai. Merci, chère mouchette du cœur. Merci à Gilco également, 3 mois. Skybritter, 6 mois. Last Time Exception, 3 mois. Merci beaucoup. Strect, je sais pas comment dire. Strect, je sais pas. 3 mois d'abonnement, merci à toi. Evil Drop, 3 mois d'abonnement, merci beaucoup. Winter Dreams, Zeik 62, Winter Dream, bienvenue, pardon. Zeik, 4e mois, incroyable. VMAX 01, 4e mois également, merci les amis. Gouvernator, 4 mois, incroyable mais vrai, merci beaucoup. Y a un Gouvernator qui dit calmez-vous, me voilà, pas besoin de couvre-feu. Merci très cher. Rature en gras, ah, mais attends, ça y est, je l'ai. Attends, fais voir. Ah, mais ça y est, j'ai enfin capté ton pseudo. Merci pour ton prime, merci beaucoup. Des bisous. Perry, 4e mois, merci 1000 fois. Charlie Mingus, merci 1000 fois également. 3e mois. Pierre Dubrochat qui prime, merci, bienvenue. Ziggy 35, 2e mois, merci infiniment. Mythos 84 qui prime, merci. Diogène, 2e mois. Bonjour à tous les consommateurs de camomille, il en faut. Savrock qui offre 10 subs, incroyable mais vrai. Merci, cher Savrock, merci 1000 fois, c'est moultement généreux, merci beaucoup. Ainsi que Pitéas, qui prime, merci à toutes et tous. Ça arrive, hein. Ça arrive, les annonces bien sûr. Fromgreux, qui s'abonne pour 3 mois, combien? Merci, cher Fromgreux, merci les amis, merci. Ainsi que Tartampion, 3e mois, merci beaucoup. Iron Bladex, qui prime, merci 1000 fois. Et le train de l'hype, le Scam Train, chouchou. Le Scam Train qui part, bien sûr. Hein. Il y a autoritarisme et annonce dans le titre. Ouais, c'est le moment de l'annonce, là. J'ai une annonce de ouf. C'est pas vraiment une annonce de ouf. Potsgeg. C'est pas une annonce de ouf, mais il y a un projet. Merci, Potsgeg, pour ton prime. Incroyable, mais vrai. Il y a un projet, ça arrive. Hein. Il y a un projet. Bon, il reste 45 secondes de pub. Hein. On voit pas le train sur le tel. Pourtant, on en est au niveau 4 du Scam Train. Là. Comment ça, niveau 4 seulement? Seulement niveau 4? Ah là, qu'est-ce que vous me faites vivre, hein. Qu'est-ce que... Vraiment, mon petit cœur, niveau 4 seulement. Une humiliation. Voilà comment je le... Quel connard. Putain. J'en peux plus de moi-même. Merci Skeptio pour ton abonnement. Bienvenue. Ainsi que 4 Yoga, merci, qui offre un sub. Merci les amis. Mode scammer enclenché. Absolument, qu'est-ce que vous... Je vais finir à la rue hein, avec ce Scam Train de niveau 5 seulement. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, je serais concerné par le couvre-feu. Pas du tout, je plaisante, c'est une blague, évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pourquoi Scam Train? C'est une blague de Mr. MV qui appelait le train de la hype, le Scam Train. Le scam pour arnaque hein, en anglais, le train de l'arnaque, évidemment. Merci Speedox qui prime, ainsi que Alain Proust, incroyable mais vrai, 3 mois d'abonnement, merci les amis. Le chat a mis le train de la hype, le train de ma hype à feu et à sang. Ah tiens, bah c'est exactement de ça qu'on va regarder. Hein. Merci Celeb VB ainsi que Peter River, merci les amis. Bien. Alors, une petite blague pour détendre l'atmosphère. Un lapin et un âne se rencontrent. Comment t'appelles-tu? Demande le lapin. Bob Dylan. Oh putain. Pourquoi un lapin? Pourquoi un lapin? Ça marche vraiment avec littéralement tous les animaux. Tu vois? Pourquoi spécifiquement un lapin? C'est 6 sur 10. Pourquoi un lapin? Je ne sais pas. On ne comprend pas. Comment ça? On est à 10% du niveau 6. Vous allez me laisser ça? Putain, c'était l'argument de ma mamie. Comment vous allez pas me laisser ça? Ça, c'était l'argument de ma mamie pour nous faire reprendre du hachis parmentier. Vous allez pas me laisser ça quand même. À 90% du niveau 6, vous allez pas me laisser ça. Bref, mais quel escroc, absolument. Là, on a la même mamie. Absolument. La même. Il reste à peine 3 casseroles. Vous allez bien finir. L'argument de toutes les mamies. Ah bah voilà Ginfire, merci pour ton prime. Comme ça on atteint le train de la hype niveau 6. Merci Manco, merci beaucoup. Merci pour ton abonnement, merci. Je vous rappelle que si vous avez Marie Horty, merci beaucoup Marie, merci 1000 fois. Merci les amis. Je vous rappelle que si vous avez un abonnement Amazon Prime,
l'abonnement sur Twitch est gratuit. Voilà, c'est gratuit si vous avez payé, bien sûr. Il suffit de lier votre compte Amazon à votre compte Twitch et après cela, Amazon vous offre un sub par mois renouvelable chaque mois pour le streamer ou la streameuse de votre choix. Faut juste penser à le renouveler. Merci Logji pour ton 4e mois. Merci à Chrissy Nemai pour ton abonnement ainsi que Connor MacLeod pour son Prime. Voilà, Connor qui s'est dit mais c'est vrai que j'ai un Prime gratos là. Carablop pour ton abonnement. Merci Elia, merci les amis. Putain, ça y est, on a atteint le train de live niveau 6, incroyable. Merci Scraven Pouic, merci pour ton sub offert, merci beaucoup. Bon, allez, là c'est terrible, on est parti dans l'infinite corridor de l'arnaque. Nachouille, merci les amis. Merci pour tous vos abonnements. Très touché. Alors écoutez, on plaisante un peu, mais on plaisante. Voilà, j'ai envie de dire, on sort quand même d'une grosse séquence un peu anxiogène avec notre couvre-feu là. Il faut se détendre en offrant des subs évidemment. Nachouille, merci. Laoxa qui prime, merci beaucoup. Et Grougalo qui prime. Voilà, ça c'est tous ceux qui se disent mais c'est vrai que j'ai un prime gratos. Merci la poupou pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci. Bien, alors, niveau 7 du train de l'hype, incroyable. RW qui prime, merci beaucoup. RW, merci les amis. EPHH qui prime, Yanitosk qui prime, merci les amis, merci. Allez, j'avance. 85% du niveau 7, vous n'allez pas me laisser ça. Putain, j'en peux plus de moi. Merci Six Beers Punk, 95%, combien? Ah là là, si près des étoiles. Toujours plus près des étoiles au jardin de lumière et d'argent. C'est terrible, à 5% du niveau 8. On l'a atteint si rarement. Ça me ferait si plaisir. Pardon, merci Vraie Histoire pour ton prime. Allez, c'est bon. On est au niveau 8. J'arrête de lire quelles commerciales. Oui, j'avoue. Hype, j'avoue, terrible. Allez, j'avance. J'avance parce que j'ai une vraie annonce. Je vous dis l'annonce. Quel est le record du train? T'es devenu vendeur de tapis. Totalement. Combien? Fitzera qui prend un abonnement de niveau 3. Oh là là, l'abonnement de la richesse. Ça, c'est vraiment l'abonnement bourgeois. Merci 1000 fois, Fitzera. Merci 1000 fois. C'est très gentil. Merci infiniment. Ainsi que Pluton qui prime. Merci, les amis. Une nouvelle date du spectacle à Grenoble. Ça arrive. Alors, record 47% niveau 14. Ah ouais, le record, c'est le niveau 14, les gars. Là, on est loin. Merci, Postaron. Pour ton 2e mois, ainsi que Derdir qui offre un sub. Merci les amis, merci à toutes et tous. Un poissonnier en puissance, escroc. Oui, absolument. Un vrai escroc. Bien, allez. J'ai une vraie annonce à vous faire. Avant cette annonce, il faut que je vous raconte une histoire. C'est pas vraiment une histoire, faut que je vous raconte une anecdote. C'est pas vraiment une anecdote, c'est un truc, voilà, faut que je vous raconte un truc. Donc peut-être que vous l'avez vu. On a sorti avec Pemf, c'est sorti hier soir, on a sorti une capsule reprise de notre live de lundi. Oui, c'est ça, reprise de notre live de lundi sur la situation à Sciences Po. Alors, petite parenthèse tout de même, hein, donc dans cette capsule, je démontais les mensonges et les contre-vérités du gouvernement quant à ce qui s'est passé à Sciences Po la semaine dernière. Gabriel Attal qui parlait d'une minorité dangereuse, merci Boulpif, merci 1000 fois. Ghost Chemtrail, merci les amis. Gabriel Attal qui parlait d'une minorité dangereuse, merci Padawan Fouk, merci les amis. Allez, j'arrête de lire les subs un instant, je vous remercierai tous et toutes tout à l'heure, mais sachez que je vous vois et que j'en suis touché. Donc, quelle est la définition de contre-vérité versus mensonge? Franchement, il n'y en a pas. Il y en a pas. Je dirais si tu veux faire une distinction, tu diras qu'une contre-vérité, c'est dire quelque chose de faux, mais qui peut être le fruit d'une erreur, alors qu'un mensonge, il est volontaire. Voilà, si tu veux faire une distinction, tu peux dire que le mensonge, c'est vraiment l'intention de cacher, de camoufler la vérité, alors que la contre-vérité, c'est juste que tu as dit un truc qui est faux, mais ça peut être une erreur. C'est pas forcément intentionnel. Voilà, si on veut faire une distinction, on peut faire celle-là. Mais dans ma bouche, en réalité, bon, c'est quand même assez similaire. Oups là. Donc petit rappel des épisodes précédents et une mise à jour. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir vu, mais une mise à jour tout de même. Donc la semaine dernière, une mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po, mobilisation pro-palestinienne
des étudiantes et étudiants qui s'émeuvent et alertent sur le génocide en cours à Gaza. En tout cas, c'est ce que dit c'est ce que craint. Elle parle de risque de génocide. C'est ce que craint la Cour internationale de justice. Je ne reviens pas sur le fond du dossier. Donc, manifestation pro-palestinienne à Sciences Po. Manifestation pro-palestinienne qui se marque par l'occupation des locaux qui ont été libérés, débloqués par l'action des forces de l'ordre mercredi soir, une mobilisation pro-palestinienne qui repart dès le lendemain, et vendredi, un compromis est trouvé entre les étudiants et la direction. La direction accepte 98% du niveau 8, vous n'allez pas blesser ça. Pardon. La direction, vendredi, accepte de lever les sanctions qui avaient été prises contre les étudiants mobilisés. Elle accepte la tenue d'un débat à Sciences Po et en échange, les étudiants acceptent de ne plus perturber le déroulé des cours et surtout des examens puisque les examens vont commencent à Sciences Po cette semaine, je crois. Merci Kael Mag, bravo pour le niveau 8. Allez, c'est bon, maintenant on avance définitivement. Allez, donc ça c'est la situation. Je rappelle que il n'y a pas eu de dégradation des locaux. Il n'y a pas eu de violence, sinon des heurts entre pro-palestiniens et pro-israéliens. Donc ça c'est vrai, il y a eu quelques heurts devant Sciences Po, heurts qui ont été réglés extrêmement vite par l'intervention des forces de l'ordre, intervention qui s'est faite de manière extrêmement paisible en réalité. Les forces de l'ordre ont séparé les deux camps et ça s'est arrêté là. Donc, mais il n'y a pas eu de dégradation des locaux, il n'y a pas eu de vandalisme, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de violence à l'égard du personnel de l'établissement, il n'y a pas eu de violence du tout d'ailleurs, sinon encore une fois c'est heurts entre manifestants. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs et chercheuses présents sur place. Une partie des chercheurs et chercheuses de Sciences Po ont pris la parole pour dire que, y compris l'occupation de mercredi, s'était faite dans le calme, dans la sérénité. Une partie des chercheurs et chercheuses se sont émus en disant qu'ils estimaient que l'intervention des forces de l'ordre pour déloger les étudiants n'était absolument pas justifiée mercredi soir. Et, c'est important de le dire, pas le président, l'administrateur provisoire de Sciences Po, car sachez-le, Sciences Po a perdu son directeur, vous le savez, je le rappelais déjà, a perdu son directeur il y a quelques semaines, Mathias Vichra, qui a été forcé de démissionner parce qu'il est mis en cause dans une affaire de violence conjugale. Et donc, c'est aujourd'hui, Sciences Po est dirigé par un administrateur provisoire, administrateur qui a pris la parole dans une interview au Monde ce week-end. Et dans Le Monde, il revient sur tout ce qui s'est passé. Il défend le fait d'avoir recherché un compromis avec les étudiantes et les étudiants. Il estime que pour lui, c'est une sortie de crise tout à fait par le haut. Et surtout, il ne le dit pas explicitement, mais en fait, à aucun moment dans l'interview, il ne parle de violence, de dégradation, de quelque ordre que ce soit. Il dit lui-même que les sanctions qui ont été prises contre les étudiants sont des sanctions pour un acte finalement extrêmement mineur. C'est simplement que les étudiants ont occupé l'escalier qui mène à la direction. Effectivement, pour les anciens étudiants de Sciences Po ou celles et ceux parmi vous qui connaissent les locaux, vous le savez, à Sciences Po, il y a un grand escalier très beau, assez majestueux, qui mène au bureau du directeur. Bon, c'est cet escalier qui est un des lieux assez symboliques de Sciences Po, c'est cet escalier que les étudiants ont occupé. Et c'est cet escalier que les étudiants ont occupé, et c'est pour cette occupation que les étudiants, certains militants faisaient l'objet de sanctions administratives de la part de Sciences Po. Donc vous voyez, on n'est pas dans de la dégradation des locaux. Ils ont posé leurs fesses dans un escalier. Bon. Et le président, attendez, je vais vous chercher l'interview. Le président de Sciences Po lui-même parle de quelque chose d'extrêmement mineur. Attendez, hop, toc, Sciences Po, je vais chercher l'interview du Monde. Toc, Jean Basser, il s'appelle, voilà. Ok, l'administrateur Jean Basser, ok, toc,
Voilà. Je vous montre. Toc. Donc, c'est bien l'interview parue dans Le Monde hier. C'est pas ce week-end, c'est hier matin. Occupation de Sciences Po Paris par des étudiants palestiniens. Pro-palestiniens. La direction défend la voie étroite du compromis. Ce qui nous intéressait, la deuxième question. À l'issue de cette négociation, vous avez annoncé une levée des saisines de la section disciplinaire engagée depuis le 17 avril, ce qui vous vaut de nombreuses critiques. Avez-vous cédé à une forme de chantage des étudiants mobilisés? J'ai lu et entendu beaucoup de choses inexactes à propos de ces négociations. J'insiste, la suspension des saisines ne vaut que pour les faits qui se sont déroulés du 17 au 19 avril, lorsque des étudiants manifestaient bruyamment dans l'escalier de la présidence et de la direction de l'école. Lorsque des étudiants manifestaient bruyamment dans l'escalier de la présidence. J'ai décidé de suspendre la saisine pour des faits qui ne sont donc pas d'une gravité significative. J'assume cela, ce qui ne signifie pas que toutes les actions disciplinaires vis-à-vis des étudiants soient suspendues. Les événements liés à l'occupation de l'amphithéâtre Boutmy le 12 mars ne sont pas concernés par cette décision. À ce jour, j'attends encore le résultat de la cellule d'enquête interne qui me proposera d'éventuelles saisines. Une quarantaine d'auditions ont été réalisées pour tenter d'établir les faits. Vous vous souvenez, c'est d'autres faits. Ça date, c'est mars dernier, une assemblée générale pro-palestinienne dans l'amphithéâtre Émile Boutmy, qui est le grand amphi de Sciences Po, et une étudiante pro-israélienne qui a été empêchée de rentrer dans l'amphithéâtre. Certains auraient entendu la phrase « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste prononcée ». Des faits qui sont pour le coup déjà controversés, troubles, on ne sait pas exactement encore ce qui s'est passé, qui, s'ils sont avérés, sont effectivement tout à fait condamnables et doivent être condamnés. Et donc ça, on verra plus tard. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Là, on parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, vous voyez que ce qui s'est... Le plus grave qui a eu lieu la semaine dernière à Sciences Po, le plus grave, ce qui vaut, je rentre pas dans le débat de ce qui s'est passé en mars, de toute façon on n'a pas les détails des faits, donc je rentre pas dedans. Le plus grand, attendez les conclusions de l'enquête, on verra bien. C'est pas la peine d'essayer d'en parler vous pouvez en parler si vous voulez, mais moi c'est pas ça qui m'intéresse là. Donc je ferme cette parenthèse. Le plus grave qui s'est passé la semaine dernière, ce qui a valu la saisine de la section disciplinaire de Sciences Po, c'est que des étudiants ont manifesté bruyamment dans l'escalier de la présidence. Donc, le plus grave qui s'est passé à Sciences Po la semaine dernière, c'est des étudiants qui ont fait du bruit. Ok ? Voilà, c'est le plus grave. C'est des étudiants qui ont fait du bruit. C'est le plus grave. Voilà. On parle même pas d'un tag sur un mur, tu vois. On parle pas d'une vitre brisée, c'est des étudiants qui ont fait du bruit. Voilà, ça c'est le plus grave qui s'est passé à Sciences Po. Et donc, et c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de l'école. Bon, je vous rappelle que Gabriel Attal a parlé d'une minorité dangereuse. Je vous rappelle que Sarah El Haïry a parlé de Sciences Po qui a été mis à sac, qui a même été mis à feu et à sang par les étudiants. Ok ? Ce sont les mots de Sarah El Haïry. Bon, ça c'est ce qu'on disait lundi dernier, c'est le sens de la capsule qu'on a repris. Maintenant voilà l'histoire que j'ai à vous raconter. Pemf, mon monteur, m'envoie cette... Parce que c'est vrai que quand on a enregistré la vidéo, je n'avais pas encore vu l'interview de Jean Basser, l'interview de la direction de Sciences Po. Et donc, je ne savais pas exactement les faits qui étaient reprochés aux étudiants. Je pense que peut-être que notre stream de lundi aurait été un tout petit peu différent si j'avais eu ces informations. Parenthèse, pour finir, vous avez vu que Valérie Pécresse a déclaré suspendre les subventions de la région à Sciences Po parce qu'elle craint l'antisémitisme qui s'y exprime. Alors que personne n'est capable de citer un slogan antisémite qui aurait été scandé la semaine dernière à Sciences Po, personne n'est capable de citer un écrit antisémite qui aurait été produit la semaine dernière à Sciences Po, et que le plus dangereux qui s'est passé, c'est le fait que des étudiants ont fait du bruit dans l'escalier de la direction. On rappelle que dans le même temps, la région a maintenu ses 900 000 € de subventions
à l'établissement Stanislas à Paris, établissement dont un rapport a démontré que de graves faits d'homophobie, enfin une grave incitation à l'homophobie si y prenait place. Donc, From the River to the Sea est clairement antisémite, ça a été 10 000 fois à la télé. Bah, ça a été, oui, ça a été 10 000 fois à la télé, c'est plus compliqué que ça. Je rentre pas dans ces débats. On en a déjà parlé sur la chaîne. Donc, ça c'est fou. Enfin, ça, c'est honnêtement, ce qu'on est en train d'accepter en ce moment est fou. Ce qu'on est en train d'accepter est complètement dingue. C'est-à-dire le fait que des étudiants manifestent pacifiquement, certes en infraction des règles, mais j'ai envie de dire, comme je le disais lundi, c'est la nature presque des étudiants d'être remuants. Les manifestations, les mobilisations, les blocages étudiants, ça fait presque partie du folklore. C'est pas pour ça que c'est pas légitime et que c'est pas important et que et c'est même, je trouve une excellente chose que les étudiantes et les étudiants fassent porter leur voix sur des causes qui leur tiennent à cœur. Et en l'occurrence, dans le massacre en cours à Gaza, je pense que c'est salutaire que la jeunesse de France s'en émeuve. Ça ne devrait pas être que la jeunesse de France, c'est le seul problème. Bon, mais je me suis perdu. Le fait est donc que Valérie Pécresse, qui suspend les financements de Sciences Po pour ces faits-là, qui ne sont pas des faits, en réalité, il n'y a rien de grave qui a été commis. Il n'y a rien de grave qui a été commis. Alors qu'elle maintient ses financements au collège Stanislas, là où on a de l'homophobie qui s'exprime de manière tout à fait décomplexée. Je vous vois dans le chat, vous êtes fatigants. Sachez identifier les moments où il faut avoir un débat et les moments où on parle d'autre chose. Voilà, là, on n'est pas sur le fond. Voilà, donc laissez... voilà, on n'est pas sur le fond, c'est des questions dont on a déjà parlé sur ce stream. Là, on est sur autre chose. On peut pas à chaque fois. C'est pas possible à chaque fois. Enfin, c'est pas possible à chaque fois qu'on veut. À chaque fois qu'on veut parler des nouvelles atteintes à la liberté de manifester, de la criminalisation de l'opposition, de la criminalisation de certaines opinions qui accourent en France, c'est pas possible à chaque fois d'être réaspiré dans un débat sur From the River to the Sea et compagnie. Enfin, genre à un moment donné, comprenez aussi qu'on peut pas en revenir toujours au même débat. Donc je vois que vous en parlez, mais sachez quand on ne parle pas de cela. Voilà. Après, on va pas commencer à faire du, on va pas commencer à faire de l'interdiction de sujet sur le chat et à bannir les gens pour ça. Donc si vous voulez en parler, on va pas vous en empêcher, mais sachez que c'est pas la question là. Vous êtes hors sujet et ce serait bien de garder quand même le stream dans des rails qui sont un tout petit peu plus étroites. Voilà, c'est un sujet dont nous on a déjà parlé, dont beaucoup ont déjà parlé. C'est pas ça qui est en jeu ici. Donc j'avance. Je pense que voilà, là, honnêtement, l'actualité là de Valérie Pécresse qui stoppe les subventions de Sciences Po, c'est beaucoup plus grave. C'est-à-dire que là, vous voyez bien comment est-ce que on a une opinion c'est pas une opinion, on a une lutte, une mobilisation sociale qui demande simplement l'arrêt d'un massacre, qui est en train d'être criminalisé et qui, dans le débat public, est en train de devenir plus grave et davantage stigmatisé que des faits d'homophobie et d'incitation à l'homophobie absolument manifestes. Dans le cas du collège Stanislas, du collège-lycée Stanislas. Là, je pense qu'on doit toutes et tous être extrêmement vigilants et mobilisés sur ces questions-là. Voilà, c'est la mise à jour sur cette question-là que je voulais faire maintenant. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Sarah El Haïry qui parle de Sciences Po mis à feu et à sang, de Sciences Po mis à sac. Gabriel Attal qui parle d'une minorité dangereuse. Bon, on en a parlé lundi dernier, on a fait l'analyse du discours de El Haïry, on en a sorti une capsule. J'ai réécouté la capsule et j'ai été frappé d'une chose. C'est ma propre réaction. Après, bon, l'interview de El Haïry, en fait, Sarah El Haïry profère de telles énormités que j'ai envie de dire,
quelque part, le rire est salutaire. Comme dirait ma grand-mère, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais malgré tout, j'ai été frappé d'une forme de légèreté que j'avais et que nous avions tous face à un tel mensonge. Et en fait, je me suis souvenu d'autre chose. Et je ne sais pas si c'est un souvenir que vous avez gardé. Je me suis souvenu au moment des Gilets jaunes, le mensonge qui avait été proféré par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner, sur des faits qui s'étaient produits dans un hôpital. Vous vous souvenez, voilà. Vous vous souvenez de ces faits, hein. Il y avait eu, alors c'était pas clair, je me souviens plus exactement. C'est tellement absurde que c'est dur de ne pas rire. Non, mais bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est pas une autocritique que je fais. En fait, c'est pas une autocritique, hein. Mais j'ai été frappé de me dire tiens, mais j'ai choisi de prendre ça parce que derrière, c'est la capsule, elle est hyper sévère. Je parle de désinformation. Je parle de désinformation. Les mots sont prononcés. Il y a pas de problème. C'est plus comment est-ce que j'ai réagi c'est ma capacité de rire de cela. Voilà. C'est ma capacité de rire de cela qui m'a frappé. Et je me suis souvenu de la Salpêtrière, voilà, l'hôpital dont, exactement, 1er mai 2019, des manifestants avaient attaqué un hôpital. Voilà, exactement. Je me suis souvenu de Christophe Castaner, le 1er mai 2019. C'est génial, le 1er mai 2019, vous voyez, c'était il y a 5 ans exactement. Putain, alors j'ai même pas fait exprès. Mais c'est génial. Je me suis souvenu d'il y a 5 ans exactement, quand Christophe Castaner avait déclaré qu'à l'occasion des manifestations du 1er mai, des Gilets jaunes avaient attaqué un hôpital. Et il avait proféré cette déclaration. Il y avait eu une enquête journalistique et l'enquête journalistique avait démontré que c'était un total mensonge. C'était un total mensonge, qu'en réalité, les Gilets jaunes n'avaient absolument pas attaqué un hôpital, que les Gilets jaunes avaient été repoussés par les forces de l'ordre jusque dans l'enceinte de la Pitié-Salpêtrière, et ils avaient cherché à rentrer dans l'hôpital simplement pour fuir les gaz lacrymogènes. Et lui-même avait été contraint de dire, mais plusieurs jours ou semaines plus tard, lui-même avait été contraint de dire, bah oui, mes mots ont peut-être un peu dépassé ce qui s'est réellement passé, peut-être un peu dépassé la situation. Ce qui est intéressant, c'est que les deux cas, à 5 ans d'intervalle, sont presque les mêmes. Okay, il y a 5 ans, des Gilets jaunes qui sont repoussés par la police. Et effectivement, il y avait cette image, je ne sais pas si vous vous souvenez. Est-ce que je peux trouver Il y avait cette image où on voyait des Gilets jaunes en train, effectivement, de forcer l'ouverture d'une porte pour rentrer dans l'hôpital parce qu'ils fuyaient les forces de l'ordre. Gilets jaunes, Pitié, Salpêtrière. Est-ce qu'on a les images dans la vidéo Intrusion, ok, Ouest France. Non, la Pitié-Salpêtrière n'a pas été attaquée. Alors attendez, c'est du YouTube. Mercredi 1er mai, lors de la traditionnelle fête des travailleurs, 40 000 Attendez, on est sur Le Monde. Personnes défilent à Paris. La situation est parfois tendue et d'ailleurs éclate. 4 minutes, c'est long. Le soir même, une polémique. Voilà. Vous voyez ? Le tweet de... Fuck. Pourquoi ça marche pas, hein ? Le soir même. Voilà. Le tweet de Christophe Castaner, ici à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant, on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Une polémique. Un certain nombre de manifestants se seraient introduits dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. J'avoue, la musique, elle est stylée, ils ont une bonne musique de... C'est pas mal, ça. Hein. Il aurait même manqué d'être vandalisé. Des gens ont attaqué un hôpital. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que est le respect dû à un établissement où on soigne. L'hôpital ne devrait son salut qu'à l'action du personnel soignant, qui aurait barré la route à ces casseurs. Des infirmières ont dû préserver le service de réanimation. Alors, que s'est-il vraiment passé ? On est en train de regarder ce qui s'est passé il y a pile 5 ans,
au moment où les Gilets jaunes, pendant la manifestation du 1er mai, où les manifestants auraient attaqué un hôpital. C'est les mots de Christophe Castaner. Vous allez voir, hein, je suis en train de tirer un fil. En recueillant récits de témoins et vidéos tournées sur place au moment des faits, voilà, nous avons retracé le fil des événements. C'est cette image qui a... Ah, on n'a pas vu, mais cette image, on voit avec les soignants qui se réfugient à l'intérieur, et puis on voit après les manifestants qui tirent sur la porte pour l'ouvrir. Il est un peu plus de 16 heures. La manifestation est partie il y a déjà 2 heures de Montparnasse. Elle devait arriver ici, place d'Italie. Or, à quelques dizaines de mètres en aval de la place, des heurts éclatent devant le commissariat de police du 13e arrondissement. Ah bah tiens, il fuyait les gaz lacrymaux. Qui aurait pu prédire? Interviennent, chargent et forcent la tête du cortège à reculer. Je vous rappelle qu'on est au moment où David Dufresne tenait la comptabilité des yeux crevés et des mains arrachées. C'est pour resituer le contexte, c'est vraiment le moment où David Dufresne tenait la comptabilité des yeux crevés et des mains arrachées. Donc croyez-moi que quand des manifestants fuient les forces de l'ordre, on est dans un contexte un peu particulier. Derrière, la manifestation est bloquée. La foule est compacte. Et d'épais nuages de gaz lacrymogène sèment la panique. L'air devient irrespirable et les gens essaient de fuir tant bien que mal. Certains tentent alors de forcer une grille pour pénétrer dans une allée perpendiculaire, située sur le côté de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On les voit ici, sur cette vidéo tournée à 16h15 par un patient de l'hôpital. Mais selon plusieurs témoignages que nous avons recueillis, à ce moment-là, les manifestants ne savent pas où mène cette allée. Il s'agit en fait d'un ancien espace de livraison de l'hôpital, qui lui sert aujourd'hui de sortie de secours. Ah bah ça alors, ils ont juste fui les gaz lacrymogènes, qui aurait pu prédire? Sous la pression des manifestants, la grille finit par céder et s'ouvre. D'ailleurs, on a du mal à savoir si c'est sous la pression des manifestants ou parce qu'elle a été ouverte de l'intérieur, vous avez vu? Plusieurs dizaines de personnes pénètrent calmement dans l'enceinte. Ils sont alors pris en chasse par des membres des forces. Vous avez vu qu'ils fuient les canons à eau aussi. Je sais pas si vous avez vu l'image. Les gens qui rentrent, regardez derrière. Ça, c'est du canon à eau. Tu peux comprendre que les gars, ils fuient, quoi. Ils sont alors pris en chasse par des membres des forces de l'ordre. C'est là qu'a lieu la tentative d'intrusion dans un bâtiment. Elle se produit via un escalier situé ici, juste en dessous. Notez la présence d'une membre du personnel hospitalier assise sur un banc. On la retrouve ici, sur d'autres images filmées par l'un de ses collègues. Certains manifestants grimpent donc l'escalier et tentent d'entrer dans ce bâtiment qui se révèle être le service de réanimation de l'hôpital. On peut entendre un manifestant expliquer qu'il cherche à fuir le gaz lacrymogène et les forces de l'ordre. Comme on peut le voir, les policiers arrivent d'ailleurs des deux côtés de l'allée, par la gauche et par la droite. Et les escaliers semblent être la seule issue pour s'en éloigner. On peut le voir aussi ici, sur cette vidéo prise en face des escaliers. Oh, ils vont dans l'hôpital. Ils ont jeté l'eau propre sur les gilets jaunes. Première frayeur du personnel hospitalier, la situation se calme très vite. Première frayeur du personnel hospitalier, la situation se calme très vite. Ils sont pacifistes avec vous, tout va bien se passer. Et rien ne permet de dire que le but était donc d'attaquer l'hôpital, comme l'a affirmé M. Castaner. Non mais ils ont pris peur, ils ont juste pris peur et ils ont voulu... Ils ont pris en tenaille. Bah oui, voilà, c'est pour ça en fait. Aux alentours de 16h40, les forces de l'ordre finissent par évacuer les lieux, brutalement. Oh, ils sont en train d'éclater le mec là. 32 personnes ont été placées en garde à vue, avant d'être... Ah putain. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ces images, ça en fout. Toutes relâchées en fin de journée, le 2 mai. Voilà, toutes les personnes ont été relâchées, il n'y avait donc rien à leur reprocher. Alors, ça c'est ce qui s'est passé il y a 5 ans. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que elle me manquait pas ces images. Non, elle manquait à personne. En fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est pas du tout un hasard même. C'était il y a exactement 5 ans. Et en fait, le cas est assez similaire finalement. C'est-à-dire un ministre, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, qui a des mots extrêmement durs,
qui parle d'un hôpital attaqué, qui parle de forces de l'ordre violentées. Et après enquête journalistique, on se rend compte qu'en fait, il n'y a absolument rien et que c'est simplement des manifestants qui ont pris peur et qui ont fui les gaz lacrymogènes. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, presque jour pour jour, une manifestation pro-palestinienne à Sciences Po, une ministre, alors certes pas ministre de l'Intérieur, mais ministre néanmoins, membre du gouvernement qui a des mots extrêmement durs, qui parle de Sciences Po mis à sac, mis à feu et à sang, le Premier ministre qui parle d'une minorité dangereuse, et quelques jours plus tard, l'administrateur provisoire de Sciences Po qui prend la parole et qui dit « Non mais les gars, le pire qui s'est passé, c'est des étudiants qui ont fait du bruit dans un escalier. » Donc les deux situations sont extrêmement analogues. Et moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est ma propre réaction. Je parle pas de ma réaction intellectuelle. C'est-à-dire que dans un cas comme dans l'autre, j'ai dénoncé de la désinformation et du mensonge. Dans un cas comme dans l'autre, j'ai dénoncé de la désinformation, du mensonge. Je parle de ma réaction émotionnelle. Là, lundi dernier, vous avez vu, on a fait le stream, on en a plaisanté, on a pris ça un peu au second degré, on en a profité pour faire du mauvais esprit. Et je me suis souvenu de la réaction que j'avais eue au moment des Gilets jaunes, au moment de la Pitié-Salpêtrière. J'étais, mais, fou de colère. J'étais fou de colère. Et voir le gouvernement mentir à ce point, les yeux dans les yeux, face aux citoyennes et aux citoyens, ça m'avait rendu fou. Je m'étais dit, mais c'est pas possible d'assumer une telle désinformation. C'est pas possible d'assumer une telle désinformation. Et je me souviens à l'époque, je travaillais en chaîne d'information en continu, et j'étais ultra en colère, et en plateau, j'avais parlé d'un mensonge d'État, ce qui est vrai, hein, c'est tout à fait vrai. Hein. J'avais parlé d'un mensonge d'État, j'avais élevé la voix, j'avais dit, mais vous vous rendez compte, c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer, il y a un tournant, bon. Et bon, évidemment, on m'avait dit, oh, comme tu vas, un tournant, oh là 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 là, un mensonge d'État. Bon. Et à l'époque, voilà, j'en avais été extrêmement heurté. Et aujourd'hui, bah, effectivement, on s'y est habitué. En fait, on s'est tellement habitué à la désinformation du gouvernement qu'on ne prend même plus la peine de s'en émouvoir. Et c'est ça que j'ai écrit dans mon tweet hier en relayant la chronique. J'ai écrit ça, c'est une nouvelle désinformation du gouvernement, ce qui s'est passé à Sciences Po, mais on s'est tellement habitué à cette désinformation qu'on ne prend même plus la peine de s'en émouvoir. On s'en indigne, mais on ne prend plus la peine de s'en émouvoir. C'est-à-dire, on fait une vidéo dans laquelle on arrive même à en rire, à prendre ça au second degré. On se dit, oh, bah après tout, mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est devenu ordinaire. Et alors, bien sûr, attention, hein, c'est pas une grande découverte, mais c'est intéressant c'est intéressant d'être confronté. C'est presque vertigineux de le voir chez soi. C'est-à-dire là, pour le coup, cette habituation à l'égard de la désinformation gouvernementale, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais même si intellectuellement on le sait. C'est-à-dire, l'analyse que je vous produis là, j'aurais pu la produire vendredi dernier ou un mois plus tôt. C'est-à-dire, évidemment, on sait qu'il y a une forme d'habituation. Je peux même vous l'expliquer avec des expériences de psychologie sociale. C'est l'effet de simple exposition. Hein. Plus on est exposé à une même idée, un principe, un phénomène, plus on s'en habitue et moins on s'en indigne. C'est pour ça que la première fois qu'Éric Zemmour parle de grand remplacement, tout le monde hurle au racisme le plus décomplexé. Et puis, 3 ans plus tard, c'est Valérie Pécresse qui le reprend très tranquillement dans son meeting à Bercy. Donc, au Zénith, pas à Bercy, dans son meeting au Zénith. Donc, vous voyez, intellectuellement, il n'y a pas de problème. Me dites pas, tu découvres l'eau chaude. Non, je découvre pas l'eau chaude. Il n'y a pas de problème. Intellectuellement, je suis capable de produire cette analyse. Mais c'est une chose de produire l'analyse intellectuellement et c'est autre chose de le vivre émotionnellement et de voir dans ses propres émotions à quel point est-ce que on a, non pas baissé la garde, parce que je pense pas qu'on puisse m'accuser d'avoir baissé ma garde, mais à quel point est-ce que on s'est désensibilisé, quoi. On est là genre, le gouvernement commet de la désinformation, qu'est-ce que vous voulez, allez, on va faire un peu de blague, et puis ça va nous faire notre stream du lundi, et que voulez-vous.
Et je trouve que moi, j'ai été extrêmement frappé de voir, d'être confronté en tout cas à cet écart émotionnel, quoi. Me souvenir de la colère que j'ai ressentie le 1er mai 2019 et dans les semaines qui ont suivi, quand j'ai vu le gouvernement se rendre coupable d'un cas de désinformation absolument manifeste. Et voilà ce qui se passe lundi dernier. Bon, bah oui, Sarah El Haïry désinforme. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Sarah El Haïry. On va quand même pas faire tout un fromage. Donc, ça, c'est l'histoire que je voulais vous raconter.